Salut à tous, c'est Guillaume Cassard. En cette période de confinement qui peut vite s'avérer compliquée pour tout un chacun, compliqué physiquement, compliqué moralement, compliqué capillairement, je me suis dit qu'il serait bon de se détendre, de respirer un grand coup, bref, de penser à autre chose que quarantaine, virus, confinement et tout le bordel. Du coup, on va parler de 28 jours plus tard. C'est parti. Nous sommes au début des années 2000 et le réalisateur britannique Danny Boyle vient tout juste de signer l'adaptation du roman La Plage de son compatriote Alex Garland. Le film avec Leonardo DiCaprio, Guillaume Canet et Virginie Ledoyen ne laisse pas un souvenir impérissable, mais il marque la rencontre créative entre Boyle et Garland. Et ça c'est cool. Mais du coup, Danny Boyle, c'est qui? Ah ouais, on va peut-être commencer par là en fait. Danny Boyle démarre sa carrière de metteur en scène au théâtre et à la télévision dans les années 80. Il passe ensuite au cinéma en 94 en signant Shallow Grave ou Petit meurtre entre amis en France. Succès critique et commercial en Angleterre, il obtient le BAFTA du meilleur film en 95 et révèle au passage l'Écossais Ewan McGregor, qui a eu une carrière pas trop dégueulasse depuis. Suite à ce premier succès, Boyle rempile avec la même équipe, à savoir le scénariste John Hodge, le producteur Andrew McDonald et Ewan McGregor. Ce nouveau projet, l'adaptation du roman Trainspotting d'Irvine Welsh, qui compte les aventures d'un groupe d'héroïnomanes dans la banlieue d'Édimbourg. Déconcertant, irrévérencieux et politiquement incorrect, le film fait forte impression, notamment au Festival de Cannes où il est projeté hors compétition. Boyle impose son énergie via un style visuel survitaminé qui sera sa marque de fabrique, et Trainspotting acquiert donc rapidement ses galons de film culte, qui aura même droit à une suite 20 ans plus tard. Bref, Danny Boyle ça commence à être un nom important. Tellement important que la Fox le contacte pour lui proposer rien de moins que le 4e opus de la saga Alien. Et si vous étiez pas au courant, je vous recommande sans plus tarder ma rétrospective sur la saga Alien. Faites des vues. Boyle finit néanmoins par laisser tomber les xénomorphes et enchaîne donc sur un projet de moindre envergure, à savoir la comédie romantique Une vie moins ordinaire avec Ewan McGregor et Cameron Diaz, dans laquelle il retrouve ses collaborateurs de toujours. Mais avec laquelle il peine à renouer avec le succès de ses deux films précédents. En effet, sorti en 97, le film rentre à peine dans ses frais et les critiques ne sont pas particulièrement tendres avec lui. Suite à cette déception, les portes d'Hollywood lui restent pourtant grandes ouvertes et la Fox lui propose deux projets, l'adaptation du roman Fight Club et celle de La Plage. C'est La Plage qui retiendra l'attention de Boyle qui se voit alors offrir le plus gros budget de sa carrière, à savoir une enveloppe de 50 millions de dollars. Toujours fidèle à son équipe, Boyle fait appel à John Hodge pour signer l'adaptation ainsi qu'à son producteur Andrew McDonald, mais c'est du côté d'Ewan McGregor que les choses vont se compliquer. Si dans un premier temps il est bel et bien prévu qu'il incarne le rôle principal, c'est finalement Leonardo DiCaprio, bien plus bankable, qui en hérite. Ce qui signera le divorce artistique entre l'acteur et le réalisateur pendant près de 20 ans. Bref, le film se fait dans la douleur et à l'arrivée, il fait un flop. Pas de bol. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il permet à Alex Garland, alors auteur de 2 romans et de quelques nouvelles, d'entrer dans l'industrie du cinéma. Si son rôle est très limité pendant la production de La Plage, il observe néanmoins les rouages de ce nouvel univers qui s'ouvre à lui, et un aspect en particulier l'attire beaucoup. En effet, alors que le métier d'écrivain est très solitaire, observer Danny Boyle, son scénariste John Hodge et son producteur Andrew McDonald travailler ensemble lui donne des envies de collaboration artistique. Garland décide donc de franchir le cap et propose une idée de scénario au producteur Andrew McDonald. De son côté, Boyle, échaudé par l'échec de La Plage, s'éloigne du cinéma en signant 2 téléfilms pour la BBC. C'est alors que son producteur lui fait lire le scénario de Garland, qui n'est autre que 28 jours plus tard. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Le concept de 28 jours plus tard est assez simple. C'est un film de zombies, d'infectés en fait, mais on reviendra sur la nuance plus tard. Un film de zombies donc, où les zombies sont capables de courir. Contrairement à l'imagerie bien connue du mort-vivant extrêmement lent et complètement débile, les infectés de 28 jours plus tard seraient au contraire extrêmement vifs et capables d'un minimum d'intelligence. Emballé par le potentiel du script, Boyle décide d'en faire son prochain long métrage. Bon ça on s'y attendait, j'ai passé 3 heures à vous faire la bio de Danny Boyle, ça aurait été con qu'ils disent non. Mais bon, je précise quand même. Et si Boyle est bien décidé à dynamiter tous les codes du genre avec l'énergie qu'on lui connaît, il faut tout de même avouer que 28 jours plus tard est un projet risqué. Et ouais, parce qu'autant aujourd'hui on bouffe du zombie à l'appel, autant au début des années 2000 le genre est pas hyper en forme. Mais Boyle il a peur de rien et certainement pas de prendre des risques. Il offre donc les 2 rôles principaux à 2 jeunes acteurs peu connus, à savoir Cillian Murphy et Naomi Harris, et décide de tourner son film en format numérique avec des caméscopes mini DV. Un format qui était pas franchement répandu à l'époque. Pourquoi ce format? Pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement le fait que les caméras utilisées, des Canon XL1, sont extrêmement légères et donc rapides à mettre en place, ce qui va grandement faciliter le tournage. La seconde, le rendu visuel en faible résolution des caméras donnera au film un aspect cru et réaliste, totalement en accord avec le scénario brutal écrit par Garland. Doté de grandes ambitions mais d'un budget modeste de 5 millions de livres, le tournage débute officiellement le 1er septembre 2001 pour 9 semaines, mais 4 jours de tournage eurent d'abord lieu début juillet, 4 jours qui apportèrent leur lot de défis. En effet, pour le tournage de ces scènes, il est nécessaire de vider des rues entières de la ville de Londres et de bloquer le trafic, chose possible le matin au lever du soleil et pendant 1 heure seulement. Et c'est là que les caméras mini DV s'avèrent extrêmement pratiques. Tourner les plans nécessaires en seulement 1 heure avec des caméras classiques aurait été tout simplement impossible, mais avec ces caméras légères et une équipe au taquet, ça devient faisable. Le tournage se poursuit donc pendant quelques semaines et le film sort finalement au Royaume-Uni le 1er novembre 2002. Et c'est un fucking success. Putain de succès. Guillaume Cassard, bilingue. Le film rentre dans ses frais sur son territoire et rapportant un peu plus de 6 millions de livres sur les 5 investis, mais c'est sans compter les recettes à l'international qui font grimper les chiffres du box-office à plus de 82 millions de dollars. Côté critique, c'est également une réussite, et 28 jours plus tard atteint petit à petit le statut d'œuvre culte. Bref, Danny Boyle is back, bitches. Danny Boyle est de retour.
plage. 28 jours plus tard démarre alors que des activistes pour la défense des animaux pénètrent dans un laboratoire qui utilise des chimpanzés comme cobayes pour des expériences un peu cheloues. Un scientifique finit par débarquer et les met en garde, il ne faut surtout pas libérer les chimpanzés, ils portent en eux un virus extrêmement contagieux, le virus de la fureur. Dans la version originale, c'est le virus de la rage, mais bon, en VF ça passerait pas. Du coup les activistes ils veulent pas savoir et ils font la connerie du siècle en libérant un chimpanzé. Ni une ni deux, le chimpanzé mord l'une d'entre eux et c'est parti pour une bonne grosse épidémie. 28 jours plus tard, Jim se réveille du coma dans un Londres désert. Après avoir arpenté les rues en se demandant où tout le monde est parti, il finit par tomber sur des infectés. Qui sont pas hyper amicaux. Un peu soupolés. Heureusement, il se fait vite repérer par Selena et Mark, deux survivants qui lui sauvent la vie et lui font un petit topo sur la situation. I've got some bad news. Le virus de la fureur, extrêmement contagieux, s'est répandu en seulement quelques jours. Il se transmet par le sang, la salive, vous met dans un état de rage tout simplement inhumain et vous transforme donc en machine à tuer. Ah, et vous gerbez du sang aussi. Détail qui a son importance. Après une attaque d'infectés qui coûte la vie à Mark, Selena et Jim font la rencontre de Frank et de sa fille Anna. Frank leur fait alors écouter un message radio en provenance d'une base militaire près de Manchester qui prétend détenir la solution à la contamination. Le petit groupe décide alors de quitter Londres et de partir en quête de cette base, sans se douter de ce qui les attend. A priori, des trucs pas forcément très agréables. 28 jours plus tard est un film extrêmement intense, extrêmement violent, brutal, bref, c'est une expérience dont on ne ressort pas indemne et qui laisse une impression durable longtemps après son visionnage. 28 jours plus tard, c'est un film très important pour moi. En fait, je pense qu'il fait partie des films qui m'ont fait aimer le cinéma. Du coup, pourquoi? Pour commencer, la mise en scène. Comme dit précédemment, Danny Boyle recherchait un aspect documentaire et ce réalisme rend le film véritablement terrifiant. On croirait vraiment voir des images amateurs, ce qui fait que le film ne ressemble pas à un film. Il y a quelque chose de très dérangeant dans ses plans à l'esthétique sale et pauvre en détails, et c'est paradoxalement très immersif. Boyle fait preuve d'énormément d'inventivité, et si son style peut parfois tomber dans le gimmick, je ne trouve pas que ce soit le cas ici. Au contraire, l'énergie qu'il déploie dans sa mise en scène se fait le reflet de celle des infectés, qui paraissent littéralement shootés à l'adrénaline. Et du coup, qu'est-ce qui différencie les infectés de 28 jours plus tard de nos zombies classiques? Tout simplement le fait que les infectés ne sont pas des morts vivants, ce sont des personnes malades. Bon, bien malades a priori, hein. Il y a quand même peu de chances de guérison à ce niveau-là. Là où les zombies sont des cadavres en décomposition sans énergie, l'idée avec les infectés était au contraire de faire émaner d'eux rapidité et puissance. En résulte des séquences d'une intensité extrême, comme celle où Jim et Selena se font poursuivre dans les escaliers d'un immeuble, ou que les personnages s'arrêtent dans un tunnel pour changer un pneu alors qu'un groupe d'infectés est en train de fondre sur eux. Si vous êtes cardiaque, laissez tomber ce film. Entre le montage frénétique, les mouvements de caméra et la musique, tout concourt à provoquer une petite tachycardie chez le spectateur. Saviez-vous que pour incarner les infectés, Danny Boyle a fait appel à des athlètes, des danseurs, bref, des gens capables d'exprimer plus de puissance avec leur corps que le commun des mortels? Eh ouais. Si l'esthétique de 28 jours plus tard se veut globalement réaliste, le paradoxe réside dans certains aspects du film qui sont au contraire totalement surréalistes, quasi oniriques. Et Boyle joue énormément là-dessus. Certaines séquences semblent en effet tout droit sorties d'un mauvais rêve, à commencer par le réveil de Jim au sein de l'hôpital et sa visite de la ville de Londres complètement abandonnée. On se croirait clairement dans un cauchemar, ce qui vient renforcer le malaise général produit par le film. Boyle se laisse même parfois aller à des excentricités visuelles dont lui seul a le secret, notamment sur ce plan où peinture et captation vidéo ne font qu'un, brouillant un peu plus notre perception de la réalité. Et remettant en question le concept même de réalité. Peut-être sommes-nous en fait dans la matrice. Dans sa mise en scène, 28 jours plus tard est donc très expérimental, il ne ressemble à aucun autre film du genre et c'est clairement une de ses plus grandes forces. Vous l'aurez compris, le film est une expérience visuelle déconcertante. Mais au-delà de la forme, il y a aussi le fond, et pour creuser cette partie, je vais être obligé de spoiler. Vous êtes prévenus. À son réveil, Jim est perdu. Seul, sans défense ni connaissance du nouveau monde qui l'entoure, il est comme un nouveau-né en quête d'une figure parentale à laquelle s'accrocher. Pour Jim, ce sera la quête d'un père. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le premier endroit dans lequel il pénètre se trouve être une église. Symboliquement, c'est l'endroit parfait pour y trouver une figure paternelle. Sauf que ça se passe pas comme prévu. L'église grouillant d'infectés, Jim s'enfuit et tombe donc sur la deuxième figure paternelle, Mark, puis son propre père qu'il s'imagine croiser au sein d'une nouvelle séquence onirique. Sauf que Mark meurt rapidement et que son père, il est mort depuis longtemps. Grosse ambiance. Arrive alors Frank, incarné par le génial Brendan Gleeson, le père de famille bienveillant, optimiste, celui qui décide de quitter Londres en quête de la solution à la contamination. C'est à son arrivée que le film, alors très sombre, se trouve illuminé de quelques moments d'espoir. Car c'est ça que le personnage de Frank incarne, l'espoir, allant même jusqu'à faire baisser sa garde à Selena, jusqu'alors froide, sans pitié, dénuée de sentiments, bref, dénuée d'humanité. Apparemment très fan de Sam Gamgee, Frank rappelle à nos personnages que oui, il y a du bon en ce monde. Et ainsi, ce petit groupe d'êtres humains, Jim, Selena, Frank et sa fille Anna, finissent par former une famille. Mais nous sommes dans 28 jours plus tard. Du coup, Frank se fait infecter et... Nos survivants sont alors accueillis par un régiment de militaires mené par le Major Henry West, la dernière figure paternelle de Jim, dont la mentalité nihiliste se veut à l'opposé des valeurs optimistes prônées par Frank. This is what I've seen in the 4 weeks since infection. People killing people.
which is much what I saw in the 4 weeks before infection and the 4 weeks before that and before that, as far back as I care to remember, people killing people. Si les soldats ne font rien pour mettre en confiance nos personnages, Jim tombe des nues lorsqu'il apprend ce qu'est la prétendue solution à la contamination. I promise them women. À ce moment, le film prend une toute autre tournure. Les infectés ne sont plus la menace, la véritable menace, ce sont les hommes. Et si West évoque une raison noble, arguant que les femmes représentent l'avenir, la vérité, ce n'est pas ça. Le but de la manœuvre n'est pas de retrouver l'espoir, ni de sauver l'humanité. Le but de la manœuvre, c'est tout simplement de donner l'opportunité à ces hommes d'assouvir leur pulsion sexuelle. C'est un viol, et il n'y a rien de noble là-dedans. Le film prend alors une tournure de pamphlet féministe, où une institution d'autorité, censée faire régner l'ordre, en l'occurrence l'armée, décide de priver la femme de ses droits et d'en faire un jouet. Et donc, alors que Selena et Anna sont emmenées par les soldats pour qu'elles puissent se préparer, Jim, lui, est emmené en dehors du manoir pour être exécuté. C'est là que le Jim sans défense, le Jim en quête de figure paternelle, trouve en lui les ressources pour survivre, pour être capable de s'en sortir et devenir à son tour une figure d'autorité. Si Frank lui a enseigné l'espoir, West lui aura enseigné une valeur bien plus primitive. People killing people. Et pour sauver Selena et Anna, il n'a d'autre choix que de mettre son humanité de côté et de laisser s'exprimer son instinct de survie et son animalité, bref, de mettre en pratique les paroles de sa dernière figure paternelle. Si Jim a été le suiveur pendant tout le film, à la fin, il est désormais le leader, capable d'assurer sa survie et celle de sa famille. Et au sein de cette longue séquence à l'ambiance crépusculaire, dont l'intensité monte crescendo jusqu'à une explosion de violence parfois dure à supporter, impossible de ne pas citer le génial morceau In the House, In a Heartbeat du compositeur John Murphy qui a fait un travail formidable sur le film en signant une BO riche, souvent expérimentale et parfois très mélodique. Saviez-vous que le morceau In the House, In a Heartbeat, devenu le thème principal de la saga, était à la base une chanson grunge composée par Murphy bien avant qu'il ne travaille sur le film? C'est fou, non? Violent, brutal, gore, sombre, désespéré, c'est les mots qui reviennent souvent quand on parle de 28 jours plus tard. Alors clairement la barbarie humaine est au cœur du film, mais je pense qu'au fond, le message de 28 jours plus tard est humaniste et porteur d'espoir. Ah ouais. L'espoir, c'est le moteur de nos personnages. Au début, ce n'est pas forcément le cas. On l'a vu, Selena est du genre fataliste. Mais avec une mentalité pareille, difficile d'envisager quoi que ce soit comme avenir. Tout est donc remis en question à l'arrivée de Frank et sa fille. On l'a dit plus tôt, Frank représente l'espoir qu'il communique à Selena, Jim et sa fille Anna. Ensemble, ils trouvent un but et forment une famille, et il devient vite clair qu'il n'y a qu'ensemble qu'ils s'en sortiront. Comme le dit l'adage, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais dans 28 jours plus tard, je dirais plutôt, tant qu'il y a de l'espoir, il y aura de la vie. Je suis bon. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est au moment où Frank se résigne, au moment où il perd tout espoir, qu'il trouve la mort. S'ensuit cette brutale phase d'exploration des pires aspects de l'être humain, mais même dans cette séquence, Jim est motivé par l'espoir car il a découvert que, contrairement à ce que tout le monde pense, le virus n'a touché que l'Angleterre et le reste du monde continue donc de tourner normalement. Cette découverte implique qu'un avenir est donc possible. Ainsi, nos trois personnages finissent par s'en sortir et la fin se veut optimiste. Le dernier plan du film, sur le visage souriant de Jim, à milieu du personnage perdu du début du film, vaut tous les discours du monde, il y a de l'espoir et c'est en se serrant les coudes que l'on pourra s'en sortir. Et personnellement, la principale chose qui me marque dans 28 jours plus tard, ce sont ni les scènes chocs, ni les plans gore. Ce qui fait de 28 jours plus tard un grand film, ce sont au contraire ces quelques séquences planantes, intimistes, pleines d'humanité. Quand les personnages dévalisent le supermarché par exemple, la première fois qu'on voit Selena sourire, ou quand ils observent une famille de chevaux dans un pré. Alors oui, 28 jours plus tard est violent, mais au fond ce qui compte, ce sont ces moments purement lyriques qui transcendent le film et qui lui donnent une âme, achevant d'en faire une œuvre profondément humaniste. Donc oui, 28 jours plus tard est un grand film, et c'est assez dingue de voir à quel point son sujet résonne avec l'actualité du moment. And then it wasn't on the TV anymore. It was in the street outside. It was coming through your windows. It was a virus. Scénario intelligent, mise en scène inventive, personnages attachants campés par des acteurs extrêmement talentueux, sans oublier la BO de John Murphy, 28 jours plus tard fait donc partie de ces pépites qu'il faut voir une fois dans sa vie. Si vous êtes pas trop cardiaque. Sinon effectivement vous l'aurez vu qu'une fois dans votre vie. C'est une grosse claque dans la tronche, un film unique en son genre et difficile à catégoriser. À la fois film d'horreur, drame intimiste, thriller post-apocalyptique et film d'anticipation que l'on pourrait interpréter aujourd'hui plus que jamais comme une mise en garde, c'est un film très riche et ce serait dommage de passer à côté. Et donc, vu son succès, en particulier aux USA, il n'est pas franchement étonnant qu'une suite fût envisagée par Danny Boyle, Andrew McDonald et Alex Garland. Execute Code Red. Une suite, c'est toujours un challenge, en particulier quand l'opus original est considéré comme culte. Il s'agirait de pas tout gâcher en produisant une suite merdique.
C'est pourquoi la suite de 28 jours plus tard ne fut pas mise en chantier avant 2005, l'équipe créative n'ayant aucune envie d'entacher la réputation de l'original. Le producteur Andrew McDonald réfléchit donc à un concept pendant plusieurs années avec le scénariste Alex Garland. La première question qui se posa fut donc à quel moment cette suite allait-elle se dérouler? Serait-elle un préquel qui raconterait ce qui s'est passé pendant les fameux 28 jours, une suite directe avec les personnages de Jim, Selena et Anna, ou bien un bond de quelque temps dans le futur? Toutes ces idées furent envisagées, et c'est finalement la dernière qui fut retenue. Le film raconterait donc la reconstruction du pays après son effondrement dû au virus. Une des idées envisagées par Andrew McDonald et Alex Garland lors de leur brainstorming impliquait une équipe de militaires chargée de secourir le Premier ministre et la reine au début de l'épidémie. Une idée qui fut rapidement écartée. C'est donc le scénariste anglais Rowan Joffe qui fut engagé pour écrire un premier jet du scénario, Alex Garland se contentant cette fois-ci du rôle de producteur exécutif. Quant à Danny Boyle, alors engagé sur le film de science-fiction Sunshine écrit par Alex Garland, extraordinaire film injustement méconnu. Il ne pourrait revenir à la mise en scène de cette suite, mais resta également impliqué en tant que producteur exécutif. La question se posa donc, qui pourrait succéder à Danny Boyle? Passer après un tel réalisateur, au style identifiable entre mille, qui plus est sur la suite d'un film culte, c'était une gageure en soi. C'est en tombant sur le thriller espagnol Intacto que la situation se débloque. Danny Boyle tombe amoureux de ce film dans lequel l'unique rescapé d'un crash aérien découvre que la chance n'est pas un concept aléatoire, mais un pouvoir que l'on peut faire fructifier et même voler. Emballé, Boyle se dit que son réalisateur, le jeune Juan Carlos Fresnadillo, serait parfait pour mettre en scène la suite de 28 jours. Il s'empresse alors d'en parler à Andrew McDonald et Alex Garland, qui confirment ses dires après le visionnage du film. Lorsque Fresnadillo est contacté, il est honoré, mais également intimidé comme on pouvait s'y attendre. Intimidé à l'idée de passer après Danny Boyle et intimidé à l'idée de tourner un film dans une langue qui n'est pas la sienne. Car Juan Carlos Fresnadillo est espagnol. Mais Fresnadillo se laisse convaincre et débarque donc à Londres avec son producteur Enrique Lopez Lavigne. Là, il lit le scénario de Rowan Joffe et si certains aspects du script lui plaisent, il ressent néanmoins le besoin de passer par une phase de réécriture pour s'approprier pleinement l'histoire et y poser sa marque. Il se met donc au travail avec Lopez Lavigne et le scénariste espagnol Jesus Olmo et les trois parviennent à un script satisfaisant au bout d'un an. Si Alex Garland apporte quelques idées supplémentaires pour peaufiner le tout, le scénario est accueilli à bras ouverts par l'équipe anglaise et la production de ce 28 semaines plus tard peut enfin démarrer. Sauf que cette fois, pas de Cillian Murphy ni de Naomi Harris. On mise sur de nouveaux personnages. Robert Carlyle, génial acteur écossais ayant déjà travaillé avec Danny Boyle sur Trainspotting et La Plage, rejoint donc le projet après avoir été convaincu par le script. C'est ensuite au tour de Catherine McCormack, la jeune Imogen Poots et Macintosh Muggleton qui fait ses débuts au cinéma. Mais dans 28 semaines plus tard, il n'y a pas que des Anglais. On compte donc également l'Australienne Rose Byrne et la partie américaine du casting se compose quant à elle de Harold Perrineau et Idris Elba et Jeremy Renner qui n'avaient pas encore explosé pour devenir les stars qu'ils sont aujourd'hui. Doté d'un budget de 15 millions de $, soit un peu moins du double de l'opus précédent, le tournage démarre donc à Londres en septembre 2006, exactement 5 ans après le début du tournage de l'opus original. Le destin. Contrairement à 28 jours plus tard, Fresnadillo fit le choix de tourner le film sur pellicule 35 mm et non en format numérique. Le film aurait donc un look complètement différent, ce qui n'est pas plus mal car ça lui permettra d'avoir sa propre identité visuelle et de se dégager de l'ombre intimidante de son modèle. Malgré ses engagements sur la post-production de Sunshine, Danny Boyle resta quant à lui très impliqué sur le projet, apportant son aide à Fresnadillo et ayant même dirigé la seconde équipe avec enthousiasme pendant plusieurs jours. Le tournage prit fin au bout de 10 semaines et le film fut prêt pour une sortie en mai 2007 en Angleterre et aux USA, puis en septembre en France. Ce fut de nouveau un joli succès avec un score au box-office atteignant les 65 millions de $, ce qui est certes moins que les 82 millions du précédent, mais quand même pas dégueu. Oui, ça va. Niveau critique, il fut également bien accueilli, souvent considéré comme une des rares suites dignes de son modèle. Du coup, parlons-en. Le film démarre pendant l'épidémie au sein d'une ferme où un petit groupe de survivants s'est établi. Parmi eux, Don et sa femme Alice qui, malgré la situation, tentent de se rassurer en pensant à leurs enfants, alors en sécurité en Espagne et donc loin du chaos lié au virus. Malheureusement, les choses prennent une tournure incontrôlable quand des infectés prennent d'assaut la ferme et que Don, effrayé, s'enfuit en abandonnant sa femme. 28 semaines plus tard, les infectés étant tous morts de faim, l'épidémie est déclarée éradiquée et l'OTAN met en place un plan de repopulation de Londres sous commandement américain. Don, toujours en vie, retrouve donc ses enfants, Alex et Tammy, au sein de la zone sécurisée appelée la zone verte. Quand il lui demande ce qui est arrivé à leur mère, Don n'assume pas ses actes et choisit donc de leur mentir, en prétendant qu'Alice s'est faite mordre sous ses yeux et qu'il ne pouvait plus rien pour elle. Ce qu'il ne pouvait imaginer, c'est que ses enfants allaient s'enfuir vers leur ancienne maison pour y récupérer quelques affaires, et qu'ils y tomberaient sur leur mère encore en vie. Pourtant, Alice est bien porteuse du virus, mais une immunité génétique semble l'empêcher de muter. Elle pourrait donc être la clé pour élaborer un vaccin. Sauf que les choses vont finir par dégénérer quand Don, qui n'est pas au courant de son infection, va la voir pour s'excuser et l'embrasse. Ça, c'était pas la meilleure idée de la journée, Don. Évidemment, Don se transforme et le virus va vite se répandre à travers la zone sécurisée. L'armée déclenche alors le code rouge qui signifie éliminer tout être vivant, infecté ou non. Tammy et Alex ayant des chances d'avoir la même immunité au virus que leur mère, il est vital qu'ils soient exfiltrés. Ils seront donc protégés par Scarlett, médecin militaire, et Doyle, un sniper ayant abandonné son poste lorsqu'on lui a ordonné d'abattre des civils. Leur plan, rejoindre Flynn, pilote d'hélicoptère et ami de Doyle pour qu'il puisse les évacuer au plus vite, tout en fuyant les infectés et l'armée. 28 semaines plus tard est effectivement une suite réussie.
Le film est certes différent de son modèle, mais c'est aussi ça qui fait sa force. Comme pour le précédent, on va commencer par évoquer la mise en scène. Déjà, comme je l'ai dit plus tôt, le rendu visuel n'a rien à voir. On est cette fois-ci sur pellicule, l'image est d'ailleurs très granuleuse, et on perd donc l'effet sale et amateur de l'original. Mais on garde l'aspect documentaire. Le film est quasi entièrement tourné caméra à l'épaule. Beaucoup de scènes semblent donc captées sur le vif, et il en découle un grand réalisme, ce qui, pour le coup, est vraiment fidèle à l'esprit du précédent film. Ainsi, Fresnadillo fait preuve d'une maîtrise assez impressionnante, et ce malgré son relatif manque d'expérience. Je rappelle qu'il ne s'agit là que de son deuxième long métrage. 28 semaines plus tard atteint donc, comme son prédécesseur, des sommets d'intensité, et ce dès le prologue avec l'attaque de la ferme. La course éperdue de Don, poursuivi par une horde d'infectés alors qu'il vient d'abandonner lâchement sa femme, est réellement cauchemardesque, et c'est souvent la scène qui revient en tête quand on évoque le film. Et si par la suite on remarquera une petite baisse de rythme, ce serait pas cool de faire les fines bouches. Soyons un petit peu indulgents. En effet, le scénario étant plus ambitieux que le précédent et disposant d'un nombre de personnages plus important, il était nécessaire de prendre un peu de temps pour que tous les éléments narratifs se mettent en place. Après, si le rythme est plus lent, on ne s'ennuie pas pour autant. Voir la manière dont est gérée la crise post-épidémie est en effet vraiment agréable à suivre, justement de par le réalisme évoqué plus tôt. Cependant, contrairement au précédent, 28 semaines plus tard joue uniquement sur cet aspect réaliste et ne s'autorise donc pas les quelques moments de surréalisme qui émaillaient 28 jours. C'était la Danny Boyle touch et ça n'a donc plus sa place ici. Niveau casting, c'est un sans faute, Robert Carlyle en tête. Ce dernier parvient en effet à apporter beaucoup d'humanité à un personnage complexe qu'on aura du mal à détester malgré ses agissements plus que contestables. Jeremy Renner comme quant à lui Doyle, soldat à l'intégrité indiscutable, et son charisme fait des merveilles, faisant de lui le vrai héros du film selon moi. Quant à Catherine McCormack dans le rôle de la mère, elle parvient à faire forte impression malgré un temps de présence à l'écran relativement limité. Difficile donc de s'ennuyer dans cette première partie bien écrite et qui pose calmement ses enjeux avant d'exploser littéralement une fois la contamination et le code rouge enclenché. Car 28 semaines plus tard est bien plus riche en action que son modèle. La deuxième partie du film prend en effet la forme d'une course-poursuite intense à travers la ville de Londres, et autant dire que, comme les personnages, on n'a quasi jamais le temps de reprendre son souffle. Et ça commence très fort avec l'autre séquence réellement marquante du film, quand le chaos se répand au sein de la zone verte et que les snipers, incapables de différencier les infectés des non-infectés, se voient donner l'ordre de tirer à vue sur tout ce qui bouge. Fresnadillo parvient en effet à retranscrire cet état de panique générale et de perte de contrôle de façon réellement virtuose, tout en instaurant le malaise de par la dureté et le réalisme des images. Bref, le film est très immersif, extrêmement maîtrisé, et la sensibilité de son cinéaste y est pour beaucoup. 28 semaines plus tard dispose également d'une certaine richesse thématique. Il a même souvent été qualifié de film politique. Alors perso, j'irai pas jusque là, mais on va explorer un petit peu cet aspect. Comme je l'ai dit plus tôt, le scénario de 28 semaines plus tard est plus ambitieux que celui de 28 jours. Là où 28 jours racontait simplement l'histoire d'un petit groupe cherchant à survivre, 28 semaines parle de la façon dont serait gérée cette crise par l'OTAN si elle avait lieu. L'histoire a donc une portée considérablement supérieure, bien loin de l'intimisme du précédent. Ici, les enjeux ne concernent pas seulement une poignée de personnages, mais tout un pays, et peut-être même le monde. Si dire que 28 semaines plus tard est un film politique me paraît exagéré, il est quand même difficile de ne pas y trouver des parallèles avec certaines situations historiques, et notamment l'occupation américaine en Irak. Premier parallèle, l'appellation de la zone sécurisée de Londres dans le film, la zone verte. La zone verte, c'est également le nom de la zone sécurisée de 10 km² au sein de la ville de Bagdad. Pour le coup, c'est plus qu'un parallèle, c'est clairement une référence assumée. Et lorsque le chaos se répand et que le code rouge est lancé, le film peut alors être vu comme une allégorie de la manière dont les États-Unis, obsédés par le contrôle, gèrent leur lutte du terrorisme, quitte à verser dans le crime de guerre. Le film offre donc quelques pistes à creuser, chose qu'il n'aura pas la prétention de faire lui-même, Fresnadillo ne cherchant à aucun moment à délivrer un message. Le fait est que 28 semaines plus tard invite à la réflexion, et ça c'est une bonne chose. Après voilà, l'aspect politique il est là, mais il ne prend jamais le pas sur l'aspect humain. Et c'est là que le script a été malin. C'est même d'ailleurs ça qui a attiré Fresnadillo au sein du projet. C'est le fait de placer une famille au cœur de cette histoire, car absolument tout est lié à ces 4 personnages. C'est donc une façon efficace de trouver l'équilibre en mêlant l'intime au spectaculaire et de ne pas perdre de vue le facteur humain essentiel à la réussite du film. Au centre de l'histoire, Don. Tout part de lui, de sa lâcheté, sa culpabilité, son déni. Le personnage n'a rien de lisse, rien de parfait, rien d'héroïque. C'est même tout le contraire. Il est désespérément humain. Don représente l'humain dans tout ce qu'il peut avoir d'imparfait. Pas diabolique ni foncièrement mauvais, le personnage est juste un lâche. Sa survie prévaut sur celle des autres, même sur celle de sa propre femme. C'est un personnage doté de nombreuses facettes et Robert Carlyle le joue à merveille. Et là où ça devient intéressant, c'est quand il devient un infecté au milieu du film et qu'il semble garder une part d'humanité en lui. En effet, il passera le reste du film à poursuivre ses enfants. Est-ce un simple hasard? Non. Le fait est qu'il venait de les retrouver et les a de nouveau perdus. Ce qu'il cherche en réalité, c'est être réuni avec eux. Sauf que ses enfants ont trouvé une nouvelle famille en la présence de Doyle et Scarlett. Aïe. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que Don dirige toute sa rage et sa folie meurtrière sur Scarlett, la battant à mort à la fin du film sans jamais la mordre. Il ne veut pas l'infecter car elle n'est pas la bienvenue au sein de sa famille. Il ne réussira cependant pas à atteindre son objectif car s'il parvient effectivement à mordre Andy, ce dernier dispose de la même immunité au virus que sa mère. Et puis juste après, il se fait... Voilà.
Le parcours du personnage est donc vraiment intéressant et original. En général, on est plutôt habitué à des histoires de rédemption, mais ce n'est vraiment pas le cas ici. Ce qui va définir le personnage, c'est le fait qu'on n'échappe pas à son passé, et Don finit donc par récolter ce qu'il a semé. Bref, suite à ça, Tammy et Alex parviennent à se faire évacuer hors du pays par Flynn, sauf qu'Alex porte en lui le virus, et qu'on se doute bien de comment tout ça va finir. Et ça ne manque pas, car 28 jours plus tard, le virus a désormais atteint Paris. 28 semaines plus tard prend donc totalement à contre-pied le message d'espoir de la fin du précédent pour finir sur un cliffhanger glaçant. Ici, pas de place pour l'humanisme, cette chute se veut donc bien plus sombre, intense et désespérée que son modèle. Sachant que 28 jours c'était pas non plus ultra joyeux, hein. Enfin, ce serait dommage de pas évoquer la BO, une nouvelle fois composée par le brillant John Murphy. Encore meilleure que celle de l'opus précédent, riche en mélodies planantes qui accompagnent certains moments contemplatifs avec brio, et comportant aussi son lot de morceaux plus intenses pour rythmer les scènes avec les infectés, c'est une pure réussite. 28 semaines plus tard, c'est donc un très bon film. Même si je lui préfère l'original, force est de constater que Fresnadillo a fait du super taf en apportant son propre style à cette suite, sans jamais trahir son modèle, faisant ainsi de ce diptyque une belle réussite qui n'a pas pris une ride. Ce sont des expériences intenses, violentes et parfois même éprouvantes, mais ce n'est pas que ça. Ce sont aussi des films qui ont beaucoup de choses à dire sur l'être humain. Et s'il a longtemps été question d'un troisième épisode, cette hypothétique 28 mois plus tard est devenue une véritable arlésienne. Si Danny Boyle et Alex Garland reviennent assez souvent sur le sujet pour nous dire qu'ils ont bel et bien une idée concernant ce troisième opus, leur planning surchargé pourrait bien avoir raison de ce nouveau volet. Ouais, parce qu'Alex Garland il a fait son petit bonhomme de chemin depuis 28 jours plus tard. Après avoir écrit quelques scénarios dont celui du génial Sunshine de Danny Boyle, Garland est petit à petit passé à la mise en scène, en commençant par Dredd, excellent film d'action à la production compliquée qui a malheureusement fait un gros flop commercial à sa sortie. Il a ensuite enchaîné sur Ex Machina, très bon film sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme, et Annihilation avec Nathalie Portman. Plein de films que je vous conseille. Garland aime la SF exigeante et son cinéma n'est pas forcément accessible au premier venu, mais c'est pour moi l'un des auteurs les plus intéressants du moment, dont je suis toujours les projets avec grand intérêt. Y a plus qu'à espérer qu'ils arrivent à se réunir pour nous pondre ce troisième opus qu'on attend maintenant depuis près de 13 ans. Et s'ils parviennent à nous offrir une suite de qualité, on pourra ajouter la saga à la liste des rares trilogies parfaites. Ce serait cool, non ? Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt. Salut !